Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, on vous accueille aujourd'hui. Nous avons un invité spécial au sein du webinaire Le Hibou. Donc, on reçoit Antoine Cheng, qui est directeur général de Portify, qui va aujourd'hui animer ce webinaire. La thématique du jour est le freelancing en 2026. Comment sécuriser son activité dans un environnement en mutation? Alors, est-ce que les personnes qui sont en train de se connecter, le temps que d'autres nous rejoignent, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vous connectez et ce que vous faites en tant que freelance? Quelle est votre activité? On va lire quelques petites réponses dans le chat. Soyez les bienvenus. Et en attendant, je vais présenter un petit peu le hibou. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas encore notre structure. Donc nous, on est une société de freelancing, donc numéro un dans la tech et l'innovation. Donc, pour juste vous présenter quelques chiffres, on compte plus de 120 000 inscrits sur notre plateforme et la durée moyenne de nos missions est environ de 19 mois. Et on compte en 2025 plus de 7 500 missions longues. Et on a effectivement aussi eu une croissance de 20% par rapport, voilà, par rapport à notre taux d'inscription sur la plateforme. Donc, les personnes qui nous ont fait confiance, on peut le voir là sur cette slide, on a pas mal d'entreprises avec qui nous travaillons dans différents domaines d'activité, différents secteurs. On peut retrouver des groupes bancaires comme Crédit Agricole, Société Générale, BNP, qui sont de très gros clients. Et on a aussi des, excusez-moi, des clients un peu plus tournés vers le textile, comme LVMH, les cosmétiques, L'Oréal, Sephora, et dans l'industrie aussi. Donc, je vais laisser la parole à notre cher animateur, speaker du jour, Antoine. Bienvenue sur ce web. Je te laisse la main. Merci, merci Gaïa. Bonjour tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Bon, Antoine Cheng, effectivement, je suis le directeur général de Portify, qui est une société de portage salarial spécialisée dans le métier de l'IT. Pour faire simple, mon parcours, c'est un peu, je vois les profils des uns et des autres. Moi-même, j'étais ancien consultant dans l'IT. Donc, je fais 25 ans de consulting dans la partie data, BI, pour ceux qui connaissent. Et puis après, j'ai été gérant de SN. Et maintenant, depuis 8 ans, je dirige Portify, donc qui est une société de portage. Voilà. Donc, en quelques mots, Portify, on fait partie quand même des structures de portage importantes en France, puisqu'on compte à peu près 400 salariés. Quand je dis 400, c'est le nombre de salariés actifs par mois, parce que vous avez des salariés qui sont en intercontrat, donc ça ne compte pas. Donc, c'est ce qui fait qu'on a quand même une taille importante, puisque la plupart des sociétés de portage salarial, on est plutôt en dessous de 100. J'ai une équipe autour de moi d'une 25 collaborateurs, donc qui est là pour gérer la partie, bon, évidemment, la partie facturation, toute la partie back-office, mais également toute la partie mise en relation pour travailler avec des partenaires. Et c'est tout le succès de Portify. Euh, Par le fait que par rapport à mon parcours personnel, mon réseau et notre connaissance du métier, ben, nous, on fait ce travail de conseil. On va beaucoup plus loin que le portage, puisque je reçois souvent des collaborateurs des salariés ou des indépendants pour les aider notamment à restructurer leur CV, puisque c'est la première phase. Donc, avec mon expérience en tant qu'ancien dirigeant, j'ai un regard extérieur pour dire comment on peut faire de manière mouche sur un CV. Voilà. Et Portify, nous, on a une approche très, très humaine sur le portage salarial. Donc, parenthèse, le portage salarial, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, vous pouvez devenir freelance sans structure. On démarre le contrat en 2 heures et c'est fini. Et l'avantage du portage, ça vous permet d'avoir les mêmes protections, d'accord? Les mêmes protections qu'un salarié, c'est-à-dire toute la partie santé, cotisation à la retraite et le chômage. D'accord? Ça veut dire qu'une mission s'arrête, vous avez droit au chômage en portage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la société de portage ne négocie pas votre TGM puisque c'est vous qui négociez.
Si vous savez négocier 500 €, la société de portage vous facture 500 €. Voilà. Donc c'est notre, et c'est ce que nous faisons, avec en particularité, on est très, très actifs dans le milieu puisque moi-même je suis fondateur du syndicat CAPS et puis on fait partie des sociétés labellisées dans le milieu du portage salarial. Voilà. Donc j'aurai le plaisir, si vous avez des questions, de me contacter à la fin. Bah, rapidement, j'ai envie de dire par rapport à mon expérience et surtout par rapport à mon quotidien, le quotidien de Portify, puisqu'on est très, très spécialisé dans le métier de conseil IT, et on le voit, je dis souvent, on est un très bon thermomètre, dans le sens où on voit la réaction de nos partenaires comme le Yibo, des clients finaux par rapport aux tendances, des besoins, dont on a un très bon thermomètre par rapport aux activités et c'est ça que je voulais partager avec vous. Cette étude qui a été remise à jour par rapport à l'année dernière, c'est intéressant par rapport à 2025 qui est à la même période. On était sur une période plutôt, sur l'activité 2024, transition 2025 qui était un peu compliquée et là, cette année, donc je revu un peu les chiffres pour vous donner un peu mon feedback. Évidemment, il y a une interprétation personnelle, hein, mais c'est quand même basé, sur, des quelques statistiques. Bah, une première photo sur le marché du freelancing, bah, je dirais la France n'est pour une fois n'est pas très, très en retard. Voilà, évidemment, ce sont les chiffres de 2023. Je n'ai pas pu trouver d'études, plus fiables, donc je préfère ne pas m'y lancer, dans d'autres chiffres. Mais ce qui est sûr, là, pour la France, l'activité du freelancing, prend de l'ampleur, d'accord? Plus spécifiquement, on parle de 1,2 million, 1,3 million de consultants dans le secteur conseil IT, d'accord? Avec une croissance qu'on remarque à 2 chiffres depuis, les années 2010 et ce chiffre-là augmente de jour en jour, hein, j'ai envie de dire. Heu, on estime qu'il y aura plus de 10 annuel et ce chiffre se vérifie, d'où aussi, si vous êtes là, bah, je suis très content, c'est parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, il y a avec des projections, dans le secteur, de plus de 1,6 million d'indépendants dans le secteur l'IT d'ici quelques années. Donc, c'est quand même, très, très porteur en termes d'activité pour diverses raisons, hein, on va y venir. Bah, le portrait d'un freelance, bah, je vous apprends rien, c'est assez, bah, il y a pas eu plus d'hommes ou que de femmes, hein. C'est aujourd'hui, ça marche, très, très bien des côtés 2 côtés. Heu, là, ce qu'on voit, c'est évidemment, quand on est freelance et c'est parce qu'on a de l'expérience, on est capable de prendre les projets, répondre à un besoin de client et ce qu'on voit, c'est l'âge moyen, aujourd'hui, on n'est pas loin des 35-37 ans. D'accord? Ça, c'est alors je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, mais c'est ce qu'on constate. Et évidemment, il y a des pics, dans un sens et dans l'autre. Heu, la plupart sont avec un bon bagage, technique et de diplôme. Ça, c'est quelque chose qu'on le retrouve. Et puis après si, on regarde un peu plus, dans le parcours, comme je disais, bah, il faut avoir de l'expérience. Heu, et ça, je le vois de plus en plus. J'ai envie de dire avec, 20 ans en arrière, quand j'étais moi-même jeune consultant, quand on parlait à un indépendant, bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cheveux blancs, beaucoup d'expérience. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette image a complètement, changé, puisque aujourd'hui, on peut avoir, quelqu'un qui se lance en freelancing, bah, en sortant d'école, parce qu'il a fait un bon stage, et cetera. Donc l'image a complètement changé aujourd'hui, sur cette image de freelance. Bah, après, comment vous travaillez? Bah, selon les études, il y a un bon quart qui travaillent chez leurs clients, d'accord? Et puis après, il y a une bonne partie, en télétravail, évidemment, en fonction des métiers. Si je vous parle des métiers journalistes, des writers, évidemment, ce pourcentage est beaucoup plus fort que d'autres. Et puis après, certains travaillent, une minorité travaille dans du coworking. Et depuis le Covid, j'ai envie de dire aujourd'hui, bah, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a plutôt un mix, dans tout ça. Évidemment, je vous apprends rien non plus, bah, comme les entreprises, les sièges sont en Île-de-France et c'est aussi là qu'il y a la plupart du temps les départements, les décisions. Donc ce qui explique pourquoi, on a plus de la moitié des freelances sont situés en région parisienne. J'ai envie de dire ce chiffre change
on est un peu comme le hibou, on a des clients, aussi bien à l'ouest, dans le nord, le sud, avec des bassins de développement un peu plus forts dans certaines régions que d'autres. Par exemple, à Lyon, ça se développe bien, Bordeaux, Aix, plutôt qu'en Massif central, il y en a un peu moins de freelance, bon, ça peut expliquer aussi par l'implantation des clients. Heu Comment comment ils font ces freelances? Alors là, évidemment, ça, c'est une photo globale. Encore une fois, notamment certains d'entre vous vont être surpris par le chiffre micro-entreprise. J'ai envie de dire dans le secteur de l'IT, évidemment, j'ai envie de dire, il faut diminuer presque par 10, parce que ça ne s'y prête pas. Là, c'est vraiment une photo de freelance au sens large. Dans le secteur de l'IT, la plupart d'entre vous, j'en suis sûr que vous avez soit votre structure, soit vous êtes en portage ou voilà. Mais plutôt en micro-entreprise, qui est, j'ai envie de dire, pour des raisons légales, à cause des plafonds et cetera, il y en a beaucoup moins. Et pourquoi faire, ce choix d'être freelance? Beh, c'est travailler, j'ai envie de dire librement. Moi-même, j'étais freelance, pendant 2 années dans une courte période de ma vie. C'était quelque part, c'est avoir cette liberté de pouvoir choisir, son client, choisir son planning. Évidemment, on ne va pas occulter le côté rémunération, qui est important. Voilà, donc ça, je pense que je vous apprends rien. Bah, en termes d'activité, bah, c'est bah, ingénierie, dans le freelancing dans l'ingénierie, l'IT, bah, c'est un bon quart aussi dans la partie finance, marketing et cetera. Je pense que c'est ce que vous rencontrez dans vos contacts. Voilà, il y a des activités, beaucoup plus développées. L'activité, d'ingénierie, c'est très, très développé. Donc, c'est ce qu'on rencontre aussi chez Portify. C'est à peu près, j'ai envie de dire, c'est à peu près, cette, répartition. C'est sûr que étant donné que nous, on est très, très spécialisé dans l'IT, j'ai envie de dire, c'est 90 de nos salariés. Voilà. Bah, les risques, en freelance, souvent c'est: «Allez, c'est bien, on y va, un, deux, trois, ça se passe bien, je me lance et puis, super, j'ai un client, je travaille» et bah, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on rencontre aussi, hein, nous, au quotidien quand je reçois des indépendants, heu, quel que soit leur métier, leur expérience, leur structure, et cetera. C'est ouais, ça marche bien, j'ai envie de dire, on voit toujours le verre à moitié plein. Et d'après mon expérience personnelle que je partage avec vous, souvent on occulte certains aspects. Alors l'idée, c'est pas dire les risques, c'est avoir une bonne paire de chaussures, hein, vous avez compris, hein. C'est pas ça, j'ai envie de dire, moi j'ai pu rencontrer personnellement, de côté un peu plus, humain, c'est on est arrivé dans le freelancing sans réellement vouloir. C'est le hasard de la vie et cetera. Heu, j'ai envie de dire, il faut ressentir cette âme de freelance. Je prends souvent le terme, chez vos clients finaux, vous voyez, vendredi, c'est sympa, ils sont tous, en t-shirt, ils partent à 17 heures et cetera. Bah, quand vous êtes un freelance, bah, non, vous n'êtes pas dans ce milieu-là. À la banque, vous êtes en costume, probablement tous les jours. Vendredi, bah, vous avez les mêmes horaires. Pourquoi? Parce que le client vous paye pour une, activité. Vous n'êtes pas invité dans les séminaires probablement. Oui, voilà. Donc c'est quelque chose aussi, il faut accepter. C'est un risque puisque moi j'ai eu, des salariés, en portage ou autre, hein, peu importe, ils sont un peu exclus de tout ça. Du coup, ils se disent: «Mais finalement, moi, j'aime bien mon cocon, j'arrive à mon travail, métro, boulot, dodo, mais d'un autre côté, j'ai mes avantages, je suis invité au séminaire» et cetera. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai eu dans ça fait 8 ans que je dirige Portify, pour donner mon expérience, j'ai eu 3 burn-out, pour un freelance, à cause de ces sujets-là. D'accord? Donc, ce sont des sujets à prendre en compte, et j'ai envie de dire, en continuité, bah, si on regarde pourquoi, ce frein, certains, pourquoi ils ne veulent pas passer en freelance, hein, vous les retrouvez les raisons et j'ai envie de dire, si on se lance, sans réellement vouloir, parce que c'est par le hasard de la vie et cetera, ces facteurs-là vont forcément rejaillir. Et d'accord, donc il faut prendre en compte quand on se lance en freelance, il faut accepter, oui, il faut accepter de manière crue et dure. Oui, le client, il vous met à la porte parce que le projet s'arrête. Oui, parce qu'il a trouvé quelqu'un mieux. Oui, 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 il faut accepter. Il ne faut pas le prendre comme, une attaque personnelle ou quoi que ce soit, hein. Donc ça, ce sont un élément à prendre en compte.
quand on exerce ce métier et c'est un risque, hein, c'est qui est important. Le deuxième risque, évidemment, derrière, c'est toute la partie, intercontrat. Combien de fois je vois des salariés, en portage ou indépendants, heu, bah, ça marche bien, ça fait 2 ans qu'ils sont en mission. Et puis d'un seul coup, bah, le projet s'arrête. D'un seul coup, l'entreprise ou des départements a été absorbés. D'un seul coup, on n'a plus de budget. Bah, derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, hop là, pardon, hop, oui, c'est ça, pardon. Heu, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve, sans rien. Et ben, comme vous êtes bien placé, bah, entre le moment que vous trouvez une mission, bah, le signature ou démarrage, si tout se passe bien, hein, entre l'ensemble des étapes, c'est 15 jours, 3 semaines. Mais si jamais, bah, la mission votre piste s'arrête, bah, vous repartez pour un tour. Vous pouvez vous retrouver, en intercontrat et c'est là les problèmes commencent. Parce que qui dit intercontrat, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas ça veut dire il y a pas de rémunération. Donc si, vous êtes plutôt fourmi, c'est bien, mais si vous n'avez pas prévu tout ça, beh et si vous avez, une structure ou autre, hein, bah, les frais continuent à être prélevés. Vous devez verser la TVA, vous devez payer votre comptable et cetera et cetera. Donc ça, ce sont des choses, à apprendre à gérer. Il faut pas voir que ça marche bien. Moi, je suis dans un métier, ça marche bien. C'est clair, je ne vais pas vous mentir, le secteur IT, c'est certainement le secteur où j'ai un peu où ça marche, même s'il y a de l'intercontrat, ça tourne. D'accord? On est dans un secteur qui est très vif, ça bouge pas mal, mais il faut anticiper tout ça. D'accord? Et je dis souvent, c'est peut-être heu, le moment de créer votre réseau. Combien de fois je vois des indépendants, en fait, ils sont omis, ils n'ont pas développé ce côté réseautage. D'accord? Parce que ça marche bien, parce que je suis chez un client ou certains, ils s'étaient salariés du même client. Du coup, ils ont l'impression il y a rien qui change, et du coup, ils n'ont pas pu créer leur réseau, ils n'ont pas pu, développer leurs compétences, donc c'est super important pendant cette période-là. J'ai envie de dire, il faut anticiper déjà, mais si jamais vous êtes déjà en intercontrat, bah, c'est le moment aussi, bah, comment vous pouvez profiter. Bah, c'est peut-être le moment de passer les, hem, les certifications. Pourquoi pas vous former sur les nouvelles technologies? Parce que c'est aussi un point noir, dans votre métier en tant qu'indépendant. Je dis souvent, les entreprises achètent ce que vous savez faire. Ils n'achètent pas un potentiel. Alors que quand une entreprise recrute un salarié en interne, en CDI, il achète évidemment sa formation, son savoir-faire, mais il achète le potentiel. Ça veut dire qu'à terme, je pourrais emmener ces personnes pour avoir des responsabilités. Or, quand on est indépendant, on n'achète pas ça. On achète ce que vous savez faire de mieux. Donc, c'est pour ça, c'est super important de vous et quand vous êtes en mission pendant de nombreuses années, mais qu'est-ce qui se passe? Les clients ont tendance à vous acheter ce que vous savez faire. Et dans le métier de l'IT, vous voyez bien, ça va très vite. Les versions entre la version de l'année dernière ou la nouvelle version, c'est un gap. Et vous pouvez très vite rapidement, bah, vous retrouver, bah, sur le bord de la route. Donc on va y venir et j'ai envie de dire aussi, bah, c'est peut-être le moment aussi, hein, pendant cette période-là, de vous reposer, profiter de votre famille, bah, prenez vos vacances et c'est aussi quelque chose, que je conseille, hein. Ça, c'est super important. Bah, quand on regarde, une petite parenthèse sur, comment trouver une mission, bah, il y en a d'après les stats, chez Malte, bah, c'est quand même, beaucoup de réseaux. Ça on va pas le cacher, hein, les réseaux que ce soit internet, LinkedIn, Facebook ou autre, hein, c'est très, très important. J'ai envie de dire, c'est votre vitrine, heu, d'accord? Et je vois l'erreur souvent, sur la fiche LinkedIn, on présente son CV. Bah, j'ai envie de dire, votre client, il se fiche de vous. Il y a 10 ans, vous étiez diplômé telle ou de telle école, vous avez fait un voyage en Italie ou autre. Ils savent ce que vous avez fait. Ils veulent juste savoir, quels sont vos apports, quelles sont l'expérience que vous avez. Est-ce que votre expérience pourra correspondre à ses besoins, à un instant T? C'est ça le plus important. Donc mettez en avant votre expérience. Ce que je dis souvent, dans le langage du commerce, on ne vend pas un produit, on vend le produit du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que ça vous permet
de le faire. Je prends un exemple très simple. On n'achète pas une voiture parce qu'elle a 4 roues, parce qu'elle est jolie. On achète une voiture qui vous permet de transporter, partir en vacances avec votre famille, de profiter du bon temps, pardon. C'est ça. Donc présentez grâce à votre, ce projet-là, qu'est-ce que vous avez pu apporter à votre client? Bah, on a pu raccourcir la chaîne de traitement de 50, on a pu réduire le cost interne de tant et cetera. Donc n'hésitez pas en avant, d'accord? Ah, évidemment, je ne vais pas vous pendant cette période-là, il faut impérativement mettre à jour, tous ces éléments-là, le CV, votre réseau et puis, évidemment, hein, un client, un partenaire aussi important que le hibou, faites-vous connaître, c'est: «Je coucou, je suis disponible». Et puis, j'ai envie de dire, quand vous sentez que vous êtes en intercontrat, vous souhaiteriez changer de mission, évidemment, ça s'anticipe pas quand ça c'est fini, hein. C'est pas, quand je sors, je commence à chercher, ça s'anticipe tout ça pour éviter, d'intercontrat. Bah, un autre risque qui est la suite logique, ce que je viens de dire et j pardon? Oui, excuse-moi. Juste une petite question. On a plusieurs questions dans le chat. Est-ce que tu Oui. souhaites répondre maintenant ou tout à l'heure? Alors c'est quoi les questions par exemple? Alors je vois Alors effectivement, si on c'est quoi les remonte ques on remonte un petit peu, on peut commencer par, Meriem qui a demandé à partir de quelle durée on a le droit à la rupture co en société de portage? Alors, la rupture conventionnelle, on peut y venir, hein. Une rupture conventionnelle, normalement, on la fait que quand vous n'êtes plus en période d'essai. Normalement, légalement, que c'est quand même un contrat de travail, vous avez une période d'essai. Donc si vous êtes en période d'essai, normalement, l'employeur, il n'a pas passé par une case, rupture conventionnelle. Il met fin, rupture à l'initiative de l'employeur, fin. D'accord? Maintenant, la rupture conventionnelle, une fois que vous n'êtes plus en période d'essai, il faut faire une rupture conventionnelle. Il y a pas de date. On peut la faire, si, en absolu, au bout d'un jour, on a vous a confirmé, le deuxième jour, on peut lancer une rupture conventionnelle. Mais par contre, la question qui est derrière, c'est: «Je fais une rupture conventionnelle, quelles sont les conditions pour pouvoir toucher le chômage?» Parce que l'avantage d'une rupture conventionnelle, c'est pour pouvoir toucher le chômage et c'est là, c'est la même règle, la même législation. Pour faire simple, ça veut dire que vous devez avoir cotisé en portage ou via votre d'autres moyens, cotisé au chômage au 6 mois au cours des 24 derniers mois, d'accord? Ça, c'est la règle. Si vous avez fait 3 mois de portage et que 3 mois avant, vous étiez salarié, vous remplissez les conditions parce que vous avez fait les 6 mois. D'accord? Donc ce n'est pas c'est pas la boîte de portage. La boîte de portage, comme vous c'est considéré comme un salarié, c'est exactement pareil. Il faut respecter cette règle-là. Quoi d'autre comme question, Kaya? Je sais pas si rapidement, Alors après, on a des questions quand même un peu tournées tech, mais je vois Ouais. qu'il y a eu quelques réponses, dans le chat, donc Bon, ça, OK. c'est top. Est-ce vrai que les métiers de coordination, pilotage sont morts? Non, Heu, je vais y venir, c'est faux et j'ai un exemple. On va y venir, pilotage, non, c'est pas tout à fait vrai et vous allez comprendre. Obsolescence, je reprends. C'est, ce que j'appelle l'obsolescence programmée, c'est quoi? Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Heu, le fait que vous soyez constamment en mission et que le client vous achète ce que vous savez faire. Très rapidement, bah, vous n'êtes plus, vous êtes dépassé par les technologies. Je prends un exemple, il y a quelques années, je voyais des chefs de projet qui ne connaissaient pas encore, le mode Scrum, Agile, tout ça. Ils sont encore moi, ce que j'ai vécu, hein, moi, j'ai été formé il y a 30 ans, 40 ans, 30 ans, les projets en mode tunnel. Voilà, vous faites un cahier des charges et cetera. Bah, ceux qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont toujours été dans ce mode-là, ils ont fait les projets toujours sur ce mode-là. Beh, le jour où ils sortent, aujourd'hui, on leur dit: «Mais je cherche un chef de projet Scrum», c'est mort, c'est mort. Donc c'est pour ça, il faut être très, très vigilant. Alors, ce que je vous dis là, évidemment, hein, n'écrivez pas, il raconte n'importe quoi, Antoine. Évidemment, il y a des tendances, de bonnes idées par les techs, des sociétés et cetera qui se lancent, mais on voit bien quand même au bout d'un certain temps, les technologies qui émergent, qui commencent à demander. Donc ça, c'est super important. Encore une fois, je vois la plupart d'entre vous, c'est dans les métiers tech. Il faut tenir, si vous êtes dans un métier, une spécialité, tenez-vous informé sur les nouveautés, d'accord? Heu,
s'il y a des formations, faites-les, d'accord? Vous avez la possibilité de passer des certifications, faites-le. D'accord? Et ce que je vois, bon, je vous apprends rien avec l'arrivée de l'IA, qui aujourd'hui est en train de bouleverser un peu le marché. D'accord? Je prends souvent, bon, j'ai 53 ans, ça se voit pas, avec mon casque, j'ai des cheveux blancs. Heu, Quand avec l'arrivée d'internet, pendant 2-3 années, il y a eu un engouement. On recherchait ce qu'on appelle les webmasters. Alors, je pense que vous en avez connu. Aujourd'hui, vous en connaissez vous? Quelqu'un qui est encore webmaster? J'en connais pas. Donc, c'est fini ce métier-là. Aujourd'hui, vous savez, un webmaster, pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'époque, il fallait coder en HTML, je fais ta page web, parce que tu as une boulangerie ou autre, et cetera, je fais ton site. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tous ces métiers-là, vous avez des sociétés comme Yonos et autres, en 2 clics, vous achetez un domaine, en 2 clics, vous choisissez, vous construisez de A à Z votre site. Vous avez juste à remplir les chapitres. Or, qu'est-ce qui se passe? Bah, si aujourd'hui vous n'avez pas évolué, c'est mort. C'est toujours webmaster. Or, ceux qui ont su évoluer en disant: «Mon métier, ce n'est plus construire le site web, mais c'est d'aider. Maintenant, c'est faire du référencement, un peu de SEO par-ci par-là», le métier change et vous êtes employable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est très, très important. J'emploie souvent pour mes indépendants l'obsolescence programmée. C'est surtout dans notre métier, elle est programmée et vous le savez, dans les versions des logiciels, ça va sortir, ça va changer. Et je me permets, moi j'ai récemment j'ai vu un film, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le je sais pas si vous connaissez ce film, Les Figures de l'ombre. L'histoire de fond, en gros, c'est vers les années 60, l'histoire pour envoyer, 1 homme dans l'espace, dont les États-Unis et les Russes, les États-Unis sont à la ramasse, comme vous le savez. Et donc la NASA employait des personnes pour calculer les trajectoires. Donc les calculatrices, ce sont des centaines, de personnes qui prenaient à la main, ce sont des têtes, des matheux, hein, qui calculaient les trajectoires. D'accord? C'est ça l'histoire. Et puis un beau jour, la responsable NASA dit, à la responsable en disant: «Bah, écoutez, dans 2 mois, c'est fini, on va devoir fermer le service parce que la direction NASA vient d'acheter un truc d'une entreprise qui s'appelle IBM». D'accord? Donc, ce sont une salle avec des armoires, hein, c'est pas votre portable, hein, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de ces personnes-là? Bah, elle est entrée dans la salle, elle a attrapé, la notice. IBM, c'est quoi ça, ce truc-là? Bah, c'est de la programmation. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a appris à programmer. Elle a Elle est partie voir son équipe. À partir de maintenant, tous les soirs, on va travailler sur la programmation. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment on fait fonctionner ce truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au bout de quelques mois, bah, quand IBM est venu, ils se sont rendus compte que, bah, même les ingénieurs d'IBM ne savaient pas programmer. Bah, toute l'équipe a été embauchée pour faire de la programmation. Bon, évidemment, à l'époque, c'est les cartes perforées, et cetera, hein. Mais c'est pour vous dire, c'est exactement l'exemple que j'ai donné. Au lieu de dire: «On va se retrouver à la rue», elles ont vu l'évolution. Elles ont saisi l'opportunité de dire: «Je vais continuer». Vous voyez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, donc ça, c'est un exemple, hein, une petite parenthèse que j'ai trouvé, d'ailleurs l'histoire est géniale, et c'est un exemple, ce que je vois tous les jours. D'accord? Évidemment, les risques de la vie, ça, on oublie toujours, personne se souhaite se casser la jambe, et cetera, mais il faut anticiper. Qu'est-ce qui se passe demain si vous êtes malade? Si vous êtes malade, ça veut dire que vous n'avez pas de rémunération. Si vous avez un accident, qu'est-ce qui se passe si pendant 2 mois, vous avez la jambe dans le plâtre? Vous ne pouvez plus vous déplacer chez votre client. Êtes-vous assez couvert? Qu'est-ce que vous avez prévu? Et ça, c'est malheureusement, ce sont des choses qu'on n'anticipe pas. Je peux vous donner l'histoire, personnelle, chez Portify. Moi, j'ai une salariée, un mercredi soir, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'appelle, elle me dit: «Antoine, je sors de mon, médecin, la grossesse qui se passe mal, il vient de m'arrêter». Bah, oui, déjà, c'est pas une bonne nouvelle, mais financièrement, bah, elle peut plus aller en mission. Elle peut plus. Et comment on fait? Bah, voilà, c'est un exemple typique. Il se trouve qu'elle avait fait le choix d'être en portage.
Le portage, qu'est-ce que j'ai fait? Comme elle était en période d'essai, d'où la question tout à l'heure, j'ai mis fin à son contrat. Même si elle va pas retrouver le même salaire, hein, en maladie, mais elle a quand même entre 0 et quelque chose, elle a pu bénéficier quelque chose. Vous voyez? Mais quelqu'un qui était en structure ou autre, vous n'avez pas tout ça. Donc c'est pour ça il faut anticiper votre couverture maladie, une mutuelle, anticiper votre retraite. Ce sont des choses à prévoir. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Pour moi, c'est malheureusement, on oublie souvent. Et le dernier, malheureusement, je vois très, très souvent, c'est tout le risque, financier. Et ça, 2025, vraiment, c'est un enjeu. Heu, c'est quoi? J'ai envie de dire globalement, ça regroupe ce que je disais, hein, vous savez, un mauvais choix de démarrage de structure, une mauvaise gestion, mauvaise idée, les mauvaises raisons qui vous ont poussé à faire du freelancing, mauvais accompagnement et cetera. Souvent, si je fais un mauvais accompagnement parce que je croisais un copain, il m'a dit de le faire comme ça. Je le dis clairement, bon, vous voyez derrière les 2 logos qui sont là, moi je suis le dirigeant de Portify. Dans le groupe, je suis une structure, qui s'appelle Urbeo. Eux, ils gèrent les indépendants en structure. Donc c'est pour vous dire, nous, on a une vision 360, sur le freelancing. Je dis souvent, il y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il y a des spécificités et c'est au cas par cas. Cas par cas par rapport à votre situation personnelle. Heu, vous avez une mission de 3 mois. Bah, ne vous lancez pas dans la création d'une structure. Vous avez, peut-être du chômage, vous avez une vision de construction patrimoine. Bah, il faut regarder telle ou telle structure, peut-être c'est plus adapté et cetera. Et ça, vous ne pouvez pas dire parce que mon copain ou le collègue d'à côté, il a fait ça, je fais la même chose. D'accord? Donc ça c'est super important, de pouvoir, poser les bonnes questions, vous accompagner. Le sujet impayé, c'est vraiment un enjeu. Je vous donne quelques chiffres. Je vous apprends rien, hein, quand vous regardez la presse ou la télé. L'année dernière, il y a eu un pic en termes de défaillance, de défaillance au niveau des entreprises, d'accord? De toute taille. L'idée n'est pas dire une petite taille, une entreprise individuelle ou autre, hein. Il y en a eu plus de 15, d'accord? Et on le voit, nous-mêmes, chez Côté Portify, on voit par rapport, l le règlement des factures. On le voit. Le chiffre, qui était intéressant, que j'ai pu trouver, l'année dernière, il y a seulement 45 des entreprises qui ont respecté leur délai de règlement, d'accord? Et je peux même dire que d'un point de vue là, je parle pour ma paroisse, je dirais c'est ce chiffre est même probablement surgonflé. Quand je vois le tableau d'ici, les grands groupes au-delà de 1 000 salariés, c'est au-delà de 20 jours. Je peux vous garantir, pour certaines, c'est fois 3. Ils payent à 60 jours, voire plus, d'accord? Tout ça, ce sont des phénomènes et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que bah, vous pouvez vous retrouver comme risque derrière, hein. Le client, déjà vous, vous avez vous-même votre marmite à bouillir en fin de journée, fin de mois. Le client qui ne vous paye pas, avez-vous une trésorerie suffisante? Avez-vous prévu toute cette situation-là? Et je dis souvent, il y a un cas, cette fameuse, spirale infernale. C'est quoi? Le client, le premier mois, bah, oui, il y a 15 jours de retard. Bah, vous dites: «Bon, c'est pas grave, c'est la première fois». Vous continuez: «Bah, je vais vous te payer la semaine prochaine». «Ouais, je vais te payer parce qu'untel, madame Michou, elle est en vacances». Eh ben, elle revient lundi. Finalement, c'est 2 mois que vous n'avez pas été payé. «Non, mais ça va arriver, parce qu'on attend un bon de commande d'un client, blablabla et cetera». Et qu'est-ce qui se passe? Bah, au bout d'un moment, bah, il me paye pas. Si jamais je quitte la mission, j'arrête la mission, bah, ça va être pire. Peut-être il va même plus me payer et on va continuer. Moi, j'ai rencontré un indépendant, 6 mois. Il n'a pas été payé 6 mois. 6 mois et je lui dis: «Comment tu peux rester 6 mois sans rien faire?» «Bah, parce que c'est quelqu'un que je connais, il est sympa avec moi». Bah, il est sympa, mais demain et s'il ferme la boutique, il te paye pas, est-ce qu'il serait sympa avec toi?
Il ne serait pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, ce côté de impayé. La plupart d'entre vous, si vous avez votre structure, bah, c'est pas votre comptable qui va vous faire cette relance, ça dépend de vous et vous avez des relations personnelles, le client. Mais j'ai envie de dire, il faut vraiment accepter, je travaille, vous avez accepté, c'est une mission. Toute peine mérite salaire. On peut entendre qu'il y ait temporairement une trésorerie un problème de trésorerie, on décale la partie à paiement d'une semaine. C'est des choses entendables, mais il faut respecter, d'accord? Et ça, c'est quelque chose, à prendre en compte. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas vous cacher, chez Portify, là où l'année dernière, j'ai eu peut-être un, 2 dossiers au tribunal en tant qu'employeur et représentant des salariés en portage, l'année dernière, j'ai eu peut-être un ou 2 contentieux. Quand je dis l'année dernière, depuis le mois de sept je pars de septembre, juillet à maintenant, j'ai 7 dossiers au tribunal où je dois attaquer le client pour récupérer les sommes pour le salarié. Donc vous voyez, c'est entre 2 et 7. Ben, on est bien dans cet aspect d'entreprise défaillante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et un autre sujet, que j'aime bien, enfin que j'aime bien parce que c'est toujours, bah, non, ça ne me regarde pas, j'ai quelqu'un qui le fait, mon copain, il le fait, donc il ne s'est pas fait prendre, donc ça va. Moi, j'aime bien donner l'exemple. Tous les matins, moi je suis motard, combien de fois je vois les gens qui crient le feu rouge? Bah, il ne s'est rien passé, il est pas tétraplégique. Donc ça veut dire on peut le faire alors? Parce qu'il le fait, je le fais. Bah, non et surtout quand on parle alors, j'ai mis redressement fiscal. Je ne vais pas vous mentir, le redressement fiscal, c'est très peu. C'est sauf si vous avez fait des choses, importantes. Le risque pour tous les indépendants, c'est le côté de l'URSSAF. Le côté de l'URSSAF, c'est quoi? C'est quelle que soit votre structure, votre montage, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en structure, une SASU, URL, peu importe, en portage, peu importe. Le redressement, il est là et les mailles aujourd'hui, c'est pas plus j'ai envie de dire, ça s'est resserré depuis l'année dernière. Heu, L'URSSAF, c'est quoi? Bah, souvent, le b.a-ba de tout stagiaire, contrôleur l'URSSAF, c'est sur les avantages en nature, les notes de frais. Heu, Vous faites, j'en sais rien, un ticket, une invitation repas le week-end, vous faites la fête, champagne et compagnie, c'est dispendieux, donc je vous redresse. Vous achetez un achat personnel. Parce que la difficulté souvent, quand vous êtes indépendant en structure, même si vous êtes patron de votre structure, vous êtes propriétaire aux yeux de la loi, c'est une personne morale, une personne physique, d'accord? Vous ne pouvez pas piocher dans l'argent de la société, même si vous êtes 100, c'est votre structure, d'accord? Ça s'appelle un ABS, abus, biens et sociaux. Ça veut dire quoi? Demain, vous partez en week-end, et vous invitez votre ami, conjoint, conjointe, peu importe, hôtel 5 étoiles, etc. Vous faites régler la note. Cette note-là, est-ce qu'elle participe dans le développement de votre structure? La réponse est non. Donc, ABS, redressement. Achat, des achats, c'est un grand classique. Euh, pour vous donner un exemple, je suis un indépendant. Il s'est fait redresser pour l'achat d'une valise. Bah, pourtant, il se déplace, il a du matériel vidéo. Il dit j'achète une valise. Il s'est fait redresser, il s'est pris 4 000 euros. La valise lui a coûté, il m'avait dit même pas 300-400 euros. Il s'est pris 4 000 euros de pénalité. Parce que l'URSSAF va considérer que c'est c'est pas pour transporter votre matériel. De toute façon, quand vous êtes en déplacement, vous devez vous prendre votre habit. Donc, ça ne justifie pas. C'est souvent, hein, les gens me posent la question, est-ce que je peux faire passer en note de frais mes costumes, votre tailleur, etc. La réponse est non. Alors, il y a 40 ans, au temps de nos arrière-parents, sur le plan comptable, vous avez une ligne qui s'appelle frais de représentation, c'était toléré. Mais ça, ce point-là, ça fait 40 ans, c'est supprimé. Pourquoi?
C'est au même titre que certains, j'ai vu passer, ils disaient, «Moi, je vais chez le coiffeur parce que, bah, je fais passer en note frais». L'URSSAF va vous redresser pour une raison toute simple. Que vous soyez en mission ou pas, vous devez vous habiller. Que vous êtes en mission ou pas, vous allez chez le coiffeur. Donc, ce n'est pas justifié comme dépense. Vous voyez? Moi, j'ai eu cette explication-là par un contrôleur l'URSSAF. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, allez sur ma page ou la page de Portify. On a eu plusieurs interviews de contrôleurs de l'URSSAF, justement, qui parlaient sur quoi ils redressent, et cetera. Donc d'accord? Donc ce sont des sujets, je peux vous donner les exemples, hein. Mauvais accompagnement, j'en parle pas. Un copain qui vous donne des conseils, oui, on peut faire des choses illégaux, pas vu, pas pris. Un abus de droit, c'est un chantier aujourd'hui qui se développe. Je ne sais pas si certains d'entre vous, sont en structure micro et je cumule, une partie de l'année avec structure, et cetera. Je fais micro, je fais et cetera. Tout ça, c'est évidemment pas vu, pas pris, mais je peux vous garantir que j'ai récupéré un salarié porté, au mois de septembre, il a signé chez moi. L'histoire, c'est au mois de novembre, j'ai reçu une SADD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une SADD, c'est une saisie à tiers détenteur. En gros, j'ai reçu un courrier de l'administration, c'est le tribunal, qui m'ordonne de faire une saisie de salaire pour ce collaborateur. D'accord? C'est un ordre exécutoire. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai demandé, bah, j'appelle, hein, le salarié en question, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué. Il était en structure micro-entrepreneur. D'accord? Il avait un TJM quand même intéressant, 600-650 €. Bah, j'en suis sûr, la plupart d'entre vous vont dire: «Bah oui, c'est légal de facturer, il y a une tolérance, micro, que je dépasse le plafond et cetera». Beh, je vous dis: «Oui, sur papier, oui», mais sauf que c'est un cas typique. Un exemple, c'est pas le seul, il a été redressé par l'URSSAF. Pourquoi? Il faut remonter à la source de l'histoire de micro-entreprise. À l'époque inventée par Nicolas Sarkozy, c'était pour éviter le travail au noir. Ça veut dire que vous êtes tous dans l'IT, vous êtes très bons, vous êtes très forts en plomberie, le week-end, vous les dépannez, intervenir, pas de problème. Créez ce schéma-là, ça vous permet de plutôt facturer au black. Voilà, je vais vous faire un format, c'est payer peu de cotisations, et cetera. Aujourd'hui, on a complémenté tourné pour en faire un travail à temps plein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de ce collaborateur? L'URSSAF considère c'est un travail à temps plein. Avec un TGM de 650, vous savez pertinemment que vous allez franchir le seuil. D'accord? Et sur ça, il a été redressé sur les 2 années en tant qu'entreprise. Ça veut dire qu'il a dû payer les cotisations l'URSSAF, il a dû payer les cotisations donc patronales, salariales, plus la TVA qu'il n'avait pas récupérée. D'accord? Résultat des courses, il doit aujourd'hui à l'administration 184 000 €. D'accord? Ça, c'est pareil, hein, vous pouvez raconter les histoires de ce type-là que je publie volontiers. Euh, Évidemment, bon, bah, allô? Vous m'entendez? Parce que c'était coupé. Merci Eric, qui a priori c'est un ancien contrôleur l'URSSAF. Bah, merci, bah, voilà. Peut-être on fera ensemble un événement. C'est exactement ça souvent. Il s'est fait redresser et c'est bon? Oui, on t'entend. Allô? Oui, pardon. Et donc ça, c'est des choses qui sont pas Le son est entrecoupé. Non, là, on n'entend toujours pas. Je pense que c'est le temps de peut-être le rallumer. Il faut ouvrir le micro. C'est le micro qui est mute. vous m'entendez? Bon, parfait. Bon, veuillez m'excuser. Voilà, donc ça, ce sont des choses très, très importantes parce qu'une fois ça vous tombe dessus,
puisqu'on a un contrôleur l'URSSAF qui est là, j'ai envie de dire, vous pouvez contester, mais payez d'abord. Pendant ce temps-là, vous êtes embêté, d'accord? Pour des raisons, moi je le fais rarement, mais il se trouve que ce salarié-là intervient pour un client qui a une connaissance personnelle. Il m'a demandé d'intervenir pour négocier avec l'administration. Vous voyez, c'est des choses que je le fais, mais c'est des choses pas plaisantes et je peux vous garantir, c'est pas le seul cas dans ce type de structure. Fraude fiscale, petite parenthèse, là je sais pas si c'est le cas, beaucoup d'entre vous en portage, via des structures, étrangères, je ne veux pas développer. Heu, il y a eu une note, qui a été sortie au mois de septembre. Heu, Ceux qui s'intéressent, vous me laissez, votre email, je vous l'envoie, le lien. Vous êtes salarié français, vous êtes fiscalement en France. Votre client en France, passer par une structure étrangère, même si avec une petite présence en France, malgré ce qu'il raconte avec le montage, versement des dividendes, c'est illégal. C'est de la fraude fiscale. D'accord? La note est très claire. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez un redressement sur l'ensemble des cotisations patronales, salariales, plus 80% de pénalité. Pour votre client, c'est 50% de pénalité sur l'ensemble des factures émises. Et je peux vous garantir, c'est très simple. Ce type de montage, que je lutte depuis un moment, un, c'est illégal. Deux, comme vous êtes considéré quelque part comme une structure, vous êtes sur un site public. Donc, c'est du pain béni pour l'administration. Donc, fuyez. D'accord? Vous n'avez rien à gagner. D'accord? Merci. Il y a quelqu'un qui a publié le lien, c'est DGFIP, le mot exact. OK. Alors, on continue. Bah, malgré tout ça, bah, il ne faut pas être triste, hein. J'ai envie de dire, une fois que vous avez compris, vous avez anticipé, bah, moi, j'ai envie de dire, ce que je vois, ce que je peux retrouver en termes de budget des entreprises, là où je ne vous cache pas, en sortant de 2025, ça a été très, très compliqué pour tout le monde. Je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de missions qui se sont arrêtées, pour des raisons, aux États-Unis, en France, le fait de ne pas avoir de gouvernement et cetera. Il y a beaucoup de missions, nous-mêmes chez Portify, on l'a vu, hein, il y a on avait perdu plus d'un tiers des missions qui se sont arrêtées, d'accord? Et ça, c'est on n'est pas les seuls. Faut savoir que vous êtes indépendant, je dis souvent, vous êtes la variable d'ajustement dans le secteur. Pourquoi? La variable d'ajustement, ben, c'est: «Je ne trouve pas de salariés, j'ai besoin d'une compétence, on vous prend. Le monde va mal, vous êtes les premiers à sortir», d'accord? Donc il faut accepter. Et l'année dernière, beaucoup de secteurs, ont arrêté les prestations. On voyait l'année dernière, de manière très claire, par exemple, il y a eu un frein sur tout ce qui est projet. Évidemment, on ne lance pas de projet. S'il n'y a pas de projet, ça veut dire on a moins besoin de chefs de projet, ça veut dire on a moins besoin de développeurs et cetera, de manière en cascade. Heu et puis très vite, on a arrêté, ceux qui font de l'administration des systèmes. Bah, si vous étiez 10 à faire de l'administration, bah, est-ce que 5 ne pourraient pas faire le même job? Voilà. On a vu en cascade. Et là, on voit bien, ça c'est le phénomène 2024, 2000, fin 2024, début 2025. Mais en 2025, on voit bien, bah, avec, même si ça a changé, on a eu un gouvernement, il y a plus de stabilité. Ça a repris, ça a repris, dans presque tous les métiers. Alors évidemment, les premiers métiers qu'on a vu redécoller, c'est tous ceux qui font de la production. D'accord? Vous gérez les serveurs, vous gérez les administrations et cetera. Et puis petit à petit, on a vu, bah, il faut reprendre les développements. Qui dit développement, bah, il faut faire la coordination. Une personne faisait la remarque. On a besoin des chefs de projet, les DP, et cetera. Et on le voit. Il y a eu une reprise, importante, depuis, j'ai envie de dire, depuis avril 2025. Et nous qui craignent on avait craint en fin d'année, est-ce que ça ne va pas retomber le soufflet? La réponse est non. On ne l'a pas vu, du moins comme je disais, j'ai à peu près 300 partenaires dans le secteur IT. Nous-mêmes, on est un bon thermomètre, on a 90 des salariés. On n'a pas eu de coupure ou quoi que ce soit. C'est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a des secteurs aujourd'hui qui ont pris le chemin à l'inverse. Ça veut dire quoi? Si vous êtes aujourd'hui dans le secteur du luxe, j'ai envie de dire, c'est un peu plus compliqué.
d'accord? Évidemment, hein, certains d'entre vous peut-être y sont, mais je peux vous garantir que pour avoir quelques clients, directs ou via des partenaires, le luxe, ils sont un peu fermés les vannes, ce qui est un peu plus compliqué. Mais globalement, on voit bien, ça repart. Ne me jetez pas une pierre, les pierres, tout ce que vous voulez. Moi, j'essaie de voir, par rapport à ce que je vois en termes de métier, les termes qui reviennent souvent. Alors évidemment, l'IA, c'est le truc à toutes les sauces. J'ai envie de dire derrière ça, ça tire, forcément, bah, d'autres métiers, tout ce qui est autour du cloud, AWS, Azure et cetera. Et puis, aussi le côté cyber, qui j'ai envie de dire, c'est un, même si évidemment c'est un sujet, on voyait bien, c'est pas le même sujet qu'il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, on n'avait pas de cyber responsable dans la cybersécurité, il y en avait pas. Et puis il y a eu pendant les 2 dernières années, j'ai envie de dire un trou. Pourquoi? Parce que vous avez eu, Capgemini, Atos, ils ont eu sorti des écoles qui ont sorti, des consultants cyber à tout va. Bah, ça a saturé le marché et les TGM ont divisé par 2 et cetera. Mais là, on voit bien, je le vois depuis depuis l'année dernière, fin d'année, il y a une reprise. Là où pendant presque 18 mois, il y a presque pas de on ne demande pas ce type de profil. Là, on commence à redemander plutôt pas mal, et avec tout ça, je vois bien aussi le retour de la transformation, donc tous ceux qui participent dans la transformation digitale. En ce moment, il y a pas mal de demandes. Comment intégrer l'IA, dans les métiers, et cetera. Évidemment, derrière ce terme transformation, il y a beaucoup de métiers, hein. Par exemple, je vous donne, les spécialistes RGPD, c'est un truc qu'on n'en parlait plus pendant 2 ans. Mais je peux vous garantir aujourd'hui, bah, c'est revenu, ne serait-ce que depuis le 2 mois, j'ai au moins 4-5 salariés, qui sont dans ce métier-là, qui ont pu reprendre des missions. Et puis après derrière évidemment, data, c'est lié, je pense à tout ce qui est IA, cloud et cetera. Donc ce sont des sujets aujourd'hui, on voit bien ça tire le marché. J'ai pu vérifier par rapport à plusieurs études, ils donnent à peu près les mêmes tendances, hein, alors évidemment, vous savez derrière tout ça, il y a toujours des éditeurs, des logiciels qui ont toujours le marché. Si vous êtes dans la partie CRM, la partie Salesforce qui tire beaucoup, d'accord, ça c'est clair. On a encore ce type de là, on est plutôt sur des produits, un éditeur, qui a toujours le marché qui est là. Et pour finir, ça, ce sont un baromètre que j'ai pu retrouver et je vous le confirme. Là où les tendances, alors évidemment, vous allez dire: «Moi, je suis au-dessus, moi, je n'ai pas ce TGM». C'est une moyenne, ce que j'ai pu remarquer. Le hibou aussi a certainement ce genre de chiffres. Il y a quand même les TGM, là où l'année dernière, en 2024, j'ai les souvenirs des consultants qui ont accepté sur la même mission. Déjà, ils sont sur place, hein, déjà, des baisses de 20 sur leur TJM. C'est ça ou c'est fin de mission, d'accord? On voit bien les demandes, sur les TJM à un moment donné, peut-être certains clients en ont profité, c'est plutôt à la baisse, parce qu'il y avait plus de ressources disponibles, et là, la tendance est inversée. Il y a quand même une hausse des TJM, d'accord? Super, des augmentations. Je prends le cas de cybersécurité, cet exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a 3 ans, j'ai envie de dire un client, s'il proposait en dessous de 1 200-1 300 € de TJM, il n'en trouvait pas, et encore, même s'il en trouvait, même s'il acceptait de payer 1 300-1 400, il n'en trouvait pas, d'accord? C'est parce que c'était le tarif. Quand, avant courant 2023-2024, là où il y a eu les premières promotions d'ingénieurs, cyber sorties, on a vu une baisse. Les TJM sont tombés presque 500-600 €, d'accord? C'est ce que chez Portify, on a pu voir, hein, les TJM. Mais là, depuis, ça a remonté un petit peu. Je pense que c'est lié aux technologies, lié aussi à l'environnement, que vous entendez à la télé, et cetera, et ça tire forcément les TGM, à la hausse. C'est évidemment ces TGM-là, ce que je constate, ce n'est qu'une photo, un instant T, d'accord? Qu'est-ce qui permet de voir le TGM à la hausse ou à la baisse? Évidemment, une expertise, un temps partiel, le TGM forcément un peu plus haut qu'un temps plein sur une mission prévisionnée sur 24, ou 36 mois.
Donc, tout ça, ce sont des facteurs. Vous allez avoir des facteurs aussi par rapport à votre expérience. Vous avez fait que des missions dans un secteur banque. Évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher que quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là. Vous avez une expérience pour travailler avec tel ou tel client. Ce sont des choses aussi, hein, euh, ce sont des choses qui permettent de négocier le TGM. D'accord. C'est à vous de mettre en avant dans votre expérience. D'accord. Rapidement, alors j'en ai Antoine? fini. Ouais, voilà, Oui, il nous pardon. reste 5 petites minutes. Oui, très bien. Rapidement, ceux qui s'intéressent au portage ou éventuellement avec la structure Urbeo, on aura le plaisir de voir avec vous. Globalement, Portify, nous, on a une offre pour les salariés qui viennent, des taux de gestion réduits, etc. Bon, vous retrouverez tout ça volontiers sur notre site web. Je pense que il y a tes questions derrière. Je ne sais pas si Kaya, tu as pu noter tes questions ou je les prends dans l'ordre. Est-ce qu'il y a des questions Alors, particulières? oui, il y a eu quelques petites questions et beaucoup d'interactions. Donc, merci à chacun pour votre participation. Alors, il y a Michel-Ange qui a demandé pour l'URSSAF redressement de 10 cas, payer seulement 2 cas pour allonger les délais. Est-ce une légende ou une réalité? Alors, je n'ai pas compris. Alors, la question, c'est payer redressement 10K, c'est ça? Et Ouais. après payer 20K, c'est ça? Si on paye 2 cas pour allonger les délais, est-ce que c'est une légende ou une réalité? Et finalement, c'est payer 2K, c'est ça? Ouais. Voilà. Ce n'est pas une légende. Alors, un contrôleur l'URSSAF, comment ça se passe? Il va forcément, c'est un peu quand vous faites un devis, il va dire voilà ce que vous risquez. Il calcule, il met les pénalités. Après, c'est l'appréciation de tout contrôleur. C'est la chose, c'est est-ce que vous l'avez fait sciemment ou est-ce que c'est par omission? Vous êtes de bonne foi, pas Mm. bonne foi. Ça, c'est un élément très très important. Que derrière, évidemment, vous pouvez demander. Il y a deux choses. Les pénalités, souvent, c'est un calcul. On ne peut pas les faire supprimer en intégralité. Souvent, derrière, vous avez des pénalités. Le fait que vous avez déclaré en retard, etc. Ces pénalités-là, je vous donne une astuce. Déjà, payez déjà la partie, ce que vous devez. Vous pouvez demander une disgrâce auprès de l'administration pour dire est-ce que pourriez me dispenser de ces pénalités-là. Et je peux vous dire la plupart du temps, à défaut d'être totalement gommé, ils vont vous faire une remise. D'accord. Mais sous condition que vous proposiez, si ça vous arrive, ne dormez pas tout de suite, ne mettez pas le courrier sous le coude. Prenez tout de suite des demandes, contactez l'administration pour dire j'ai compris, est-ce qu'on peut discuter et s'il le faut, proposer un échéancier. Ça, c'est la chose la plus importante. Si vous faites ça, derrière, c'est plus facile pour vous pour négocier les pénalités. Moi, je peux vous dire que j'ai pu négocier plus de 55 000 euros de pénalités pour le consultant que j'ai discuté, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on n'a pas pu tout gommer, mais néanmoins, ce n'est pas 220 000. Il lui restait 180, un truc comme ça. Donc voilà, c'est des choses, ce n'est pas une légende. Et évidemment, c'est au cas par cas, hein, encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, il y a pas mal de questions tournées autour du TJM. Donc, Oui. je vois que Aurélie dans le chat a laissé votre contact, le contact Portify. Je vous laisse peut-être poser ce type de questions directement à l'équipe N'hésitez pas. d'Antoine. Alors, n'hésitez pas. Alors, Aurélie, qui fait partie d'une conseillère chez nous, donc vous avez mes coordonnées, Antoine, Aurélie, Olivier. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si le portage ne vous intéresse pas, on aura le plaisir. Si vous êtes déjà dans une autre société de portage, n'hésitez pas. Faites une simulation parce que dans le milieu du portage, il y a ce qu'on appelle des frais cachés. La plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Je vous invite à aller sur notre fil de discussion pour vous expliquer ce que c'est. Concernant cette histoire de TGM, effectivement, c'est des questions récurrentes. On a dans l'année, c'est pour ça que c'est important d'entrer en contact avec nous, on a prévu de faire intervenir un négociateur du côté des salariés. Bon, c'est pas bon pour le hibou, c'est donner les astuces, comment faire pour négocier à la hausse votre TGM.
quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont les démarches. C'est un événement qu'on a prévu. Donc, écoutez, restez en contact avec nous. J'espère on aura l'occasion de vous donner quelques astuces. Oui, je crois que c'est Alors, Nicolas qui avait posé cette question et mhm, du coup, de toute manière, nous, pour toutes les personnes qui sont inscrites, on vous mhm, communiquera le lien du replay et vous pouvez aussi avec avoir plaisir. accès, justement aux slides, présentés par, Antoine. Mhm. Avec plaisir, en tout cas, pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas, il y a d'autres questions ou pas? Il y Pile a pas poil mal de 13 h. remarques. Merci Antoine, pour cette Alors belle moi, je peux rester, moi, j'ai pas de souci, mais c'est pour vous. Galia, je ne sais pas si toi, tu vas rester. S'il faut répondre aux questions, j'ai pas de souci. Alors nous, on a vraiment un temps limité, on est obligé de couper. D'accord, très bien. Ben, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas. Mon adresse est antoine@sportify.fr ou sinon contact@sportify.fr pour prolonger cette discussion. S'il faut qu'on fasse un entretien ou d'autres choses, sans problème. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci à vous. C'était un groupe très, très réactif pour vos questions. Très C'est un vrai réactif. plaisir. Eh ben, écoutez, merci à vous. Bon appétit. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci Merci. Au Antoine, revoir. merci à tous. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.